Alors bonjour Laïla Azouzi, je suis super contente de vous retrouver ici en plein cœur de Verviers, dans un quartier populaire que vous affectionnez particulièrement et dans un resto où, si je comprends bien, ça c'est votre place aussi de prédilection. Exactement. Bonjour, merci beaucoup Catherine de me recevoir, plaisir vraiment partagé. Et effectivement, bienvenue à Verviers et plus particulièrement dans le quartier de Haudimont. C'est un des quartiers populaires de Verviers, mais c'est un des plus stigmatisés. On le compare souvent au Molenbeek bruxellois. Et lorsque j'y ai habité, c'est là que j'ai rencontré en tant qu'usagère la première ASBL. C'est aussi tout naturellement ici que j'ai créé mon premier engagement associatif local. Alors justement, l'engagement associatif aujourd'hui, il est au cœur de votre activité. Vous êtes investi dans énormément d'associations. Je ne vais même pas essayer de m'amuser à citer tous les petits engagements que vous avez, mais il y a un fil rouge. C'est ce qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui. C'est la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. C'est pas seulement la lutte contre les discriminations, c'est de manière beaucoup plus globale la lutte pour des droits fondamentaux et pour plus d'inclusion et de justice sociale. C'est vraiment la trame de fond de tous mes engagements. Mais pour comprendre mes engagements, il faut d'abord savoir d'où je parle. En tout cas, je me considère comme une citoyenne européenne de nationalité belge, puisque je suis née dans cette magnifique ville. Et également, je me considère aussi comme africaine, de par mes origines nord-africaines. Je suis également cisgenre hétérosexuelle, je vous expliquerai pourquoi après c'est important d'en être conscient. Et je suis également issue de la classe ouvrière. Mais je sais aussi que parmi toutes ces identités, celle à laquelle on va plus vite m'identifier et avec laquelle je suis tout à fait en phase et j'ai aucun souci, c'est l'islam. C'est mon appartenance à l'islam. Et justement, pourquoi, quand on voit cette palette d'identités qui vous compose, on ne va pas essayer d'aller voir plus loin? Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, avoir référence à des catégories sociales, c'est un réflexe humain que tout le monde a, malheureusement. Et parce que quand on me voit, la première chose que l'on voit de par ce que j'appelle l'essentialisation d'une personne à un caractère ou à une appartenance bien précise, c'est mon turban. Mon turban qui aujourd'hui dans la société dans laquelle je suis, de par mes origines arabo-musulmanes, est avant tout perçu comme un signe visible d'appartenance à l'islam. Alors qu'une femme africaine, noire, de peau, qui porterait un boubou et qui serait également musulmane, lorsqu'on va la voir, on va d'abord la qualifier de femme noire, parce que c'est le critère le plus saillant qui va ressortir. On va même en oublier parfois qu'elle est peut-être aussi également musulmane. C'est un des points de départ de votre envie de militer un peu contre les formes de discrimination. C'est aussi le fait qu'on puisse lisser les gens à un seul de leurs critères. J'ai toujours été confrontée à la diversité et je n'ai jamais pu comprendre qu'on puisse lisser et résumer à un seul critère avant d'être moi-même discriminée et ressenti une forme d'essentialisation autour de mon appartenance religieuse. De par mes nombreux investissements au niveau local et le fait que j'étais connue par plusieurs communautés, j'ai été très vite repérée par le monde politique. Donc j'ai également un investissement politique local. J'y étais très épanouie, tout se passait très bien, mes compétences étaient reconnues, jusqu'au jour où j'ai décidé de porter le foulard. Et dès l'instant où j'ai décidé de porter le foulard, je n'étais plus du tout la vice-présidente, conseillère reconnue pour son travail, mais j'ai très vite été rattrapée par mes identités plurielles, à savoir mon genre, mes origines convictionnelles, socio-économiques et également culturelles. Et c'est ainsi que j'ai vécu la première discrimination de ma vie. Et moi, de par cette discrimination, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord à me remettre en question, à m'interroger sur mes identités et aussi à comprendre que je ne voulais pas subir, mais chercher et co-construire des solutions. C'est pour ça qu'avec des amis militants antiracistes, on a co-créé le collectif contre l'islamophobie en Belgique, qui est une association de défense des droits de l'homme, non confessionnelle,
apolitique. Alors justement, au cœur de ce plaidoyer que vous portez avec le CCIB, il y a la volonté d'arrêter de segmenter toutes les luttes. Pour moi, l'islamophobie, c'est quoi? C'est une forme contemporaine de la manifestation du racisme, qui construit les musulmans comme une race. Et c'est là qu'on revient à l'essentialisation dont on parlait tout à l'heure. Alors l'islamophobie, comment elle se manifeste aujourd'hui? Elle peut se manifester soit par des tags sur la voie publique, des têtes de cochon déposées à l'entrée d'une mosquée, ou plutôt l'agression physique dans l'espace public d'une femme portant le foulard. Ça, c'est une des formes de discrimination. Mais j'attire l'attention sur le fait que ces exemples de discrimination sont des discriminations qui sont reliées à des comportements individuels. Là où, par exemple, interdire à une femme musulmane majeure portant le foulard d'accéder à l'enseignement supérieur serait une autre forme de discrimination, mais plutôt structurelle et institutionnelle. C'est-à-dire que les personnes derrière ne sont pas les mêmes. Ce sont avant tout des institutions, des décideurs politiques. Okay. Et ça, vraiment, il faut pouvoir faire la distinction entre les deux pour comprendre qu'il est très important, alors à ce moment-là, lorsqu'on distingue les comportements individuels des systèmes d'oppression qui permettent, qui nourrissent ces comportements individuels, que tous les mécanismes sous-jacents, à savoir stéréotypes, préjugés, qui amènent à la discrimination, sont les mêmes. C'est ça qui vous amène à dire qu'aujourd'hui, il faut faire une convergence de lutte alors? Oui, parce qu'en fait, ces discriminations, elles sont nourries par des systèmes d'oppression tels que le racisme, le sexisme ou le classicisme. Donc c'est vraiment ces systèmes-là, quand on comprend que ces discriminations rentrent dans un système, on va comprendre que ces systèmes sont tellement puissants qu'on ne peut pas lutter contre ceux-ci à partir d'une seule communauté. C'est impossible. Et plaider pour plus de justice pour une autre communauté, ben c'est aussi plaider de manière, par ricochet pour sa propre communauté en fait. Il faut vraiment une convergence, que toutes les communautés s'unissent pour abattre ces systèmes d'oppression qui instaurent des systèmes d'hiérarchisation et d'inégalité entre les individus. Quand on prend connaissance de ça, on prend connaissance aussi du fait que souvent il y a une tendance à la société à dire « Ah, moi je suis plus malheureux que l'autre » ou « Ce qui s'abat sur moi c'est quand même plus catastrophique que ce qui s'abat sur toi ». Allez, c'est un discours qu'on entend quand même très souvent, mais c'est se rendre compte qu'au final, on aurait plutôt tendance à devoir faire des ponts avec l'autre qui souffre aussi, créer une sorte de solidarité entre nous pour essayer que faire avancer sa cause, enfin celle qu'on juge et de sa cause, fasse un peu avancer celle du voisin aussi. C'est ça alors que vous appelez aujourd'hui comme mode d'action, on va dire? Ah oui. Je déteste la concurrence victimaire. Dire moi je suis plus victime de racisme que mon ami juif, etc. et tout, c'est vraiment stupide et sans valeur ajoutée. Ça me permet aussi de rebondir sur le fait que les violences institutionnelles, on ne peut les attaquer que par une lutte intersectionnelle. Pourquoi? Parce que c'est tellement gros qu'il faut absolument qu'on soit plus nombreux, c'est ça? Il faut absolument une convergence de lutte et créer des alliances. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que ça demande avant tout un travail personnel. Se décentrer et checker ses privilèges. Comme je vous disais tout à l'heure, et je me considère comme cisgenre hétérosexuel. Dans la société hétéronormée dans laquelle on vit, clairement, je fais partie des privilégiés sur ce plan-là. Je ne suis pas victime d'homophobie, etc. Par contre, je suis une femme. Et on sait que dans, par exemple, le domaine de l'emploi, toutes les femmes, quelles qu'elles soient issues d'une minorité afrodescendante ou autre, ou une femme blanche, bourgeoise, elle est aussi victime de sexisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important de chercher des alliances, mais avant de chercher ces alliances, de se questionner sur ses privilèges, d'apprendre à écouter l'autre pour comprendre que lui aussi subit des injustices. Être un allié, ce n'est pas un titre que l'on s'octroie, c'est un processus. C'est un processus, comme je vous dis, d'apprentissage, de remise en question et, in fine, qui va vous amener à agir pour le bien de tous et pour plus de justice sociale. Entre guillemets, c'est comment je vais faire pour profiter de ma situation de privilégié, pour qu'elle devienne un outil
pour déconstruire les préjugés dans cette communauté à laquelle j'ai accès et à partir de cette communauté, de cette appartenance, lancer des ponts à ceux qui y sont exclus. Mais où est-ce qu'on va plus loin? Comment on peut se dire, allez, aujourd'hui j'ai le déclic, j'ai ce qu'il me faut pour me dire, allez, je passe à l'action et je le fais vraiment. Parce que là, on a donné des pistes, mais il faut encore stimuler les gens à avoir envie de faire ce petit pas qui nous pousse à l'action. Quand on est justement actrice de terrain pour ces questions-là, qu'est-ce qu'on dit aux gens pour les convaincre? On est tous responsables, on est tous acteurs de changement, on est tous porteurs de solutions. Et comme le dit si bien Amin Maalouf, qui est l'un de mes auteurs préférés dans son livre « Les identités meurtrières », ben, il nous lance un petit peu la balle dans notre camp et il nous dit « Watch out, faites attention » parce que c'est notre regard qui renferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, mais c'est aussi notre regard qui peut les libérer. Donc à nous de voir ce que l'on fait. Libérer ou enfermer. Moi, je ne vais pas me permettre de conclure derrière tout ça. Je trouve ça très bien comme mot pour finir. Et je vous remercie pour un peu cet espoir aussi de se dire qu'on peut avancer aussi sur ce chapitre-là qui est tellement touchy, qui est tellement difficile, mais qui vaut la peine. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation.